Au cours d'une nuit ordinaire, un milliardaire est surpris par une scène troublante dans sa propre cuisine. Intrigué, il découvre une jeune fille vivant en secret une routine épuisante pour maintenir sa mère malade en vie. Cette révélation le relie à un passé inattendu et change à jamais le destin de 3 vies. L'aube parisienne respirait en silence, quand Édouard de Martel se retrouva une fois de plus à arpenter les couloirs de son hôtel particulier du 16e arrondissement. C'était la 3e nuit consécutive que le sommeil l'abandonnait complètement, le laissant prisonnier d'une inquiétude qu'il ne parvenait pas à nommer. À 52 ans, l'homme d'affaires avait bâti un empire logistique qui s'étendait à travers tout le pays, connectant des points impossibles, prévoyant des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. Mais cette nuit-là, son esprit stratégique semblait bloqué dans une boucle infinie de pensées sans destination. Pieds nus, vêtu seulement d'un t-shirt blanc et d'un pantalon en coton, Édouard passa devant la bibliothèque, où des centaines de livres rangés dans des bibliothèques en acajou semblèrent le juger en silence. Il tenta de se concentrer sur un roman qu'il avait acheté des semaines auparavant, mais les mots dansaient sur la page sans former de sens. La musique classique qui jouait doucement en fond sonore ne parvenait pas non plus à calmer le tumulte qu'il sentait dans sa poitrine. Ce malaise était étrange. Dans les affaires, Édouard avait toujours su exactement quoi faire. Quand tous hésitaient, il décidait. Quand le marché paniquait, il trouvait des opportunités. Sa capacité à anticiper les mouvements et à prendre des décisions rapides avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays. Mais là, seul dans sa maison silencieuse, il se sentait comme un étranger en territoire inconnu. Il se dirigea vers le salon, où des tableaux d'artistes français décoraient les murs dans une harmonie soigneusement planifiée par une décoratrice de renom. Tout ici respirait le succès et le bon goût, mais aussi une froideur qu'il commençait à percevoir plus clairement à chaque nuit d'insomnie. Il tenta de se souvenir de la dernière fois qu'il avait vraiment ri, de la dernière conversation qu'il avait profondément touchée, du dernier moment où il s'était senti véritablement connecté à un autre être humain. La solitude n'était pas nouvelle dans la vie d'Édouard. Divorcé depuis près d'une décennie, il s'était habitué à l'absence de voix familières résonnant dans la maison. Ses 2 enfants, désormais adultes, vivaient leur propre vie dans d'autres pays, ne lui rendant visite que pour les fêtes avec des conversations polies et superficielles. Le travail avait consumé tant de son temps que, lorsqu'il s'arrêta enfin pour respirer, il découvrit qu'il était entouré de succès, mais vide de sens. Il se dirigea vers la cuisine, pensant se préparer un thé ou peut-être simplement boire un verre d'eau. La pièce, moderne et équipée des meilleurs appareils électroménagers, restait habituellement immaculée, car Édouard cuisinait rarement. Rose Dubois, son employée de maison depuis plus de 8 ans, entretenait chaque recoin de la maison avec une perfection silencieuse et efficace. C'est alors qu'il entendit. Un son doux, presque imperceptible, venait de la direction de la cuisine. Édouard s'arrêta dans le couloir, fronçant les sourcils. C'était le frottement rythmique de quelque chose contre de la vaisselle, accompagné du bruit discret de l'eau qui coule. Quelqu'un faisait la vaisselle. Son esprit analytique commença immédiatement à traiter les possibilités. Rose ne travaillait jamais à 7 heures. Elle arrivait à 7 heures du matin et partait à 17 heures, ponctuellement. Le week-end, elle ne venait que le samedi matin pour un nettoyage rapide. C'était un mardi, 3h15 du matin. Édouard s'approcha prudemment, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol froid. En arrivant à l'entrée de la cuisine, il se trouva face à une scène qui le laissa complètement perplexe. Une jeune femme mince, le dos tourné, était penchée sur l'évier, lavant une quantité impressionnante de vaisselle sale. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle portait des vêtements simples, un t-shirt bleu délavé et un jean. Ses mains, qu'Édouard pouvait voir même de loin, étaient visiblement rouges, probablement irritées par le détergent et l'eau chaude. Ce qui le choqua le plus fut la taille de la pile d'assiettes, de casseroles et d'ustensiles qu'elle lavait. Édouard vivait seul, mangeait dehors la plupart du temps et utilisait rarement plus qu'une tasse de café par jour à la maison. D'où venait toute cette vaisselle sale? La jeune fille travaillait en silence, mais Édouard pouvait remarquer que ses mouvements étaient tendus, pressés. Elle regardait constamment sur les côtés, comme si elle s'attendait à être découverte à tout moment.
Il y avait quelque chose de désespéré dans la façon dont elle frottait les assiettes, comme si chaque seconde était précieuse. Édouard resta immobile quelques instants, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La jeune femme semblait avoir environ 17 ans, peut-être un peu plus. Elle était clairement la fille de Rose. Il y avait une ressemblance indéniable dans les traits du visage, la couleur de la peau, la forme délicate des mains. Mais que faisait-elle là à cette heure à laver la vaisselle dans sa cuisine? Quand il se décida enfin à parler, Édouard s'éclaircit doucement la gorge pour ne pas l'effrayer. Malgré cela, la réaction de la jeune fille fut immédiate et intense. Elle se retourna brusquement, faisant tomber une tasse dans l'évier, et ses yeux s'écarquillèrent de pure terreur. Ses mains trempées tremblaient visiblement, et un instant, Édouard crut qu'elle allait s'évanouir. « S'il vous plaît, ne le dites pas à ma mère », furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche dans un murmure désespéré. « Je l'aidais juste parce qu'elle est enrhumée. C'est tout. Je n'ai rien fait de mal. » La voix de la jeune femme était tremblante, chargée de peur, mais il y avait aussi là une dignité qui impressionna Édouard. Elle ne baissa pas les yeux, même si elle était clairement terrorisée. Il y avait de la force dans ce regard, une détermination qui contrastait avec la vulnérabilité de la situation. « Comment vous appelez-vous » demanda Édouard en gardant une voix calme et basse. « Marianne » répondit-elle, toujours en chuchotant. « Marianne Dubois. Je suis la fille de Rose. Et que faites-vous ici, Marianne? Il est plus de 3 heures du matin. » La question sembla la transpercer comme une lame. Édouard vit le désespoir grandir dans ses yeux, vit les larmes commencer à se former, mais il vit aussi sa détermination à ne pas pleurer devant lui. « Ma mère a une forte grippe, » dit-elle, la voix encore instable. Elle n'a pas pu venir travailler aujourd'hui, et elle s'inquiétait parce que monsieur a besoin que la maison soit en ordre. Je suis juste venu pour aider pour que monsieur ne soit pas fâché contre elle. Elle a vraiment besoin de ce travail. L'explication sortit de manière précipitée, comme si Marianne avait répété ces mots 1000 fois. Mais Édouard, habitué à lire les gens et les situations dans des négociations complexes, perçut immédiatement qu'il y avait bien plus dans cette histoire. La quantité de vaisselle sale, l'état d'épuisement de la jeune fille, la peur disproportionnée dans ses yeux, rien de tout cela n'avait de sens si ce n'était qu'une fille aidant sa mère malade. « Depuis combien de temps votre mère est-elle malade » demanda-t-il, observant attentivement la réaction de Marianne. « Quelques jours, » répondit-elle rapidement, mais Édouard remarqua comment elle détourna le regard en parlant. « C'est juste un rhume banal, ça va passer vite. » Édouard croisa les bras, étudiant la jeune femme. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette situation, et chaque instinct qui avait fait de lui un homme d'affaires prospère lui criait que Marianne ne disait pas la vérité. Non par mauvaise foi, mais par peur. « Marianne, vous étudiez » demanda-t-il, changeant de sujet pour observer sa réaction. La question sembla la frapper de manière inattendue. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle lutta pour contenir, et Édouard vit ses mains trembler encore plus. « J'étudiais » murmura-t-elle, et cette fois, elle ne put empêcher quelques larmes de couler. « Mais maintenant, je n'ai plus le temps. Je dois travailler pour aider à la maison. » C'est à ce moment qu'Édouard comprit qu'il était face à quelque chose de bien plus sérieux qu'il ne l'avait imaginé au départ. La douleur dans le regard de Marianne en parlant de ses études, la façon dont elle avait dit « j'étudiais » au passé, et la détermination, désespérée avec laquelle elle s'était remise à faire la vaisselle, tout cela peignait un tableau qui le perturba profondément. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il gentiment. « 17 ans, » répondit-elle, concentrée sur les assiettes comme si sa vie dépendait de ce travail. 17 ans. Édouard sentit sa poitrine se serrer. À 17 ans, ses propres enfants ne se souciaient que des fêtes, des voyages et de l'université à choisir. Marianne, quant à elle, était là à 3 heures du matin, les mains abîmées par le travail, mentant pour protéger sa mère et renonçant à ses études. « Marianne, arrêtez-vous un instant, » dit Édouard avec fermeté mais sans brusquerie. « Asseyez-vous ici avec moi. » Elle hésita, regardant entre lui et la vaisselle sale, clairement partagée entre l'obéissance et le désespoir de finir son travail. « La vaisselle peut attendre, » insista Édouard. « J'ai besoin de vous parler. » À contre-cœur, Marianne s'essuya les mains sur un torchon et s'assit sur le tabouret haut à côté du plan de travail de la cuisine. Elle gardait les yeux fixés sur ses propres mains,
qu'Édouard pouvait voir n'était pas seulement rouge, mais aussi couverte de petites coupures et de callosités qui révélaient beaucoup de travail manuel. « Où travaillez-vous en dehors d'ici » demanda Édouard, et il vit le choc traverser le visage de la jeune femme. « Je ne... »« Comment le savez-vous, monsieur » bégaya-t-elle. « Vos mains racontent une histoire, Marianne. Ce ne sont pas les mains de quelqu'un qui aide simplement sa mère malade, occasionnellement. Ce sont les mains de quelqu'un qui travaille dur, tous les jours. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de vérités non dites. Édouard vit le moment exact où Marianne prit la décision de dire la vérité, ou du moins une partie. « Je travaille dans un restaurant dans le centre », dit-elle à voix basse. « Le soir, de 18h à 2h du matin. C'est pour ça que je viens ici après, pour faire le travail de ma mère, avant qu'elle n'ait des problèmes. » Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La jeune femme travaillait 8 heures dans un restaurant, puis venait chez lui pour faire quelques heures de plus de travail domestique, tout cela à 17 ans, à un âge où elle devrait être concentrée sur ses études. « Et votre mère le sait » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Marianne secoua la tête négativement, et finalement les larmes qu'elle avait contenues si longtemps commencèrent à couler librement. « Elle pense que j'étudie. Je ne peux pas lui dire que j'ai quitté l'école. Ça la détruirait. Elle a toujours rêvé que j'aille à l'université, que j'ai une vie meilleure. » Les mots de Marianne frappèrent Édouard comme des flèches acérées. Il voyait devant lui une jeune femme qui sacrifiait son avenir, son éducation, sa jeunesse, pour faire fonctionner sa famille. Et elle le faisait en secret, portant seule un fardeau qui serait lourd même pour un adulte. « Pourquoi votre mère n'arrive-t-elle pas à travailler » demanda Édouard, sa voix plus douce maintenant. « Elle est très fatiguée ces derniers temps, » répondit Marianne, s'essuyant le visage avec le dos de la main. « Elle dit que c'est juste le stress, mais je vois que c'est plus que ça. Elle dort mal, elle a des douleurs dans le corps, parfois elle est très faible. J'ai peur que si elle perd ce travail... » Marianne ne put terminer sa phrase, mais Édouard comprit parfaitement. Elle vivait sur le fil du rasoir, dépendant entièrement du salaire que Rose recevait de lui. Et maintenant, avec Rose clairement malade et Marianne assumant secrètement ses responsabilités, toute la structure était sur le point de s'effondrer. Édouard se leva du tabouret et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin éclairé par les lampadaires ornementaux. Son esprit se mit à travailler rapidement, analysant tous les éléments de cette situation complexe. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, quelques pièces du puzzle qui manquaient encore. « Marianne, je veux que vous soyez complètement honnête avec moi, » dit-il en se retournant pour lui faire face. « Depuis combien de temps faites-vous ça ? Venir ici au milieu de la nuit, travailler au restaurant, mentir sur vos études ?» La question sembla briser la dernière résistance de Marianne. Elle se couvrit le visage de ses mains et se mit à sangloter, tout le poids qu'elle portait trouvant enfin un exutoire. « 3 semaines, murmura-t-elle entre les sanglots. « Ça fait 3 semaines que ma mère a commencé à manquer le travail et j'ai remarqué qu'elle devenait très faible. Il fallait que je fasse quelque chose. 3 semaines. » Édouard fit le calcul rapidement. 3 semaines de double travail, 3 semaines à dormir peut-être 2 ou 3 heures par nuit. 3 semaines à maintenir un mensonge pour protéger sa mère. C'était un miracle que Marianne soit encore debout. « Et l'école ? Quand avez-vous arrêté d'y aller ?»« Il y a 4 semaines, » admit-elle, la voix étouffée par les mains qui couvraient encore son visage. « J'avais de bonnes notes. J'étais la meilleure de ma classe. J'allais avoir une bourse pour une grande école, j'avais tout planifié. Mais quand j'ai vu l'état de ma mère, j'ai réalisé que les rêves devraient attendre. » Édouard sentit quelque chose se briser en lui. La meilleure élève de la classe, une bourse universitaire, un avenir brillant. Tout cela en train d'être détruit parce qu'une famille luttait seule contre une situation qu'il pourrait résoudre avec un simple virement bancaire. « Marianne, regardez-moi » dit-il en s'approchant d'elle. Elle leva le visage, les yeux rouges et gonflés, mais portant toujours cette détermination qui l'avait impressionné dès le premier instant. « Je vais vous aider, » dit Édouard, sa voix chargée d'une certitude qui le surprit lui-même. « Je ne connais pas encore tous les détails de ce qui se passe, mais je vais les découvrir et je vais résoudre ça. » Le choc sur le visage de Marianne fut évident. « Monsieur de Martel, nous ne voulons pas de charité. Ma mère est une femme travailleuse. Elle n'accepterait jamais. »« Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit Édouard. « C'est une dette. Une dette
que je ne savais même pas que j'avais jusqu'à ce soir. Marianne le regarda, confuse, ne comprenant manifestement pas à quoi il faisait référence. Édouard ne savait pas, non, plus exactement pourquoi il avait dit cela, mais quelque chose en lui reconnaissait que cette rencontre n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'univers lui présentait une opportunité d'équilibrer quelque chose qui était désaligné depuis longtemps. « Maintenant, je veux que vous rentriez chez vous, » dit Édouard avec fermeté. « Reposez-vous. N'allez pas travailler au restaurant ce soir, et ne vous inquiétez pas pour la vaisselle ou la maison. Je vais m'occuper de tout. »« Mais monsieur de Martel, il n'y a pas de messe, » dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, Édouard de Martel sentait qu'il prenait une décision qui comptait vraiment. « Faites-moi confiance, Marianne. Faites-moi confiance, certaines choses sont sur le point de changer pour le mieux. » Quand Marianne quitta l'hôtel particulier aux premières lueurs de l'aube, Édouard resta dans la cuisine, regardant la pile de vaisselle qu'elle avait laissée à moitié faite. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait ni agité ni perdu. Il sentait qu'il avait trouvé un but, une raison d'utiliser tout le pouvoir et l'influence qu'il avait accumulé au fil des ans. Il prit son téléphone et composa le numéro de Charles Martin, son assistant personnel et homme de confiance depuis plus de 15 ans. « Charles, je sais qu'il est 4 heures du matin, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quand tu arriveras au bureau, je veux une enquête complète et discrète sur Rose Dubois, mon employée de maison, et sa fille Marianne Dubois. Je veux tout savoir sur la santé de Rose, la situation financière de la famille, les études de la jeune fille, où elle travaille. Tout. Et je veux ces informations avant la fin de la matinée. »« Bien sûr, monsieur de Martel, » répondit Charles, habitué aux demandes urgentes de son patron. « Puis-je demander s'il y a une urgence particulière ?» Édouard regarda de nouveau la vaisselle dans l'évier, pensant à la jeune fille de 17 ans qui avait passé la nuit là, sacrifiant son avenir pour protéger sa mère. « Oui, Charles, » dit-il, sentant une détermination grandir dans sa poitrine. « L'urgence, c'est que 2 vies sont sur le point de changer complètement, et j'ai l'intention de m'assurer que ce soit pour le mieux. » Quand il raccrocha, Édouard de Martel sourit pour la première fois depuis des mois. Il ne connaissait pas encore tous les détails de l'histoire qu'il était sur le point de découvrir, mais il avait la certitude absolue que cette nuit avait été le tournant dont sa vie avait besoin. Enfin, après des années à construire des connexions commerciales et des réseaux d'affaires, il avait trouvé une connexion humaine qui comptait vraiment. Le soleil commença à se lever sur Paris, et avec lui naquit aussi l'espoir que certaines histoires peuvent avoir des fins différentes de celles qui semblaient inévitables. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez dans votre vie. La journée s'annonçait nuageuse sur Paris, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qu'Édouard ressentait depuis sa découverte de la nuit précédente. Il n'avait dormi que 2 heures, mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas l'insomnie qui l'avait tenu éveillé. C'était l'anxiété de découvrir la vérité sur Rose et Marianne Dubois. Charles Martin arriva au bureau avant 7 heures du matin, ce qui était inhabituel pour lui, mais démontrait le sérieux avec lequel il avait pris la demande de son patron. À 43 ans, Charles était plus qu'un assistant pour Édouard. C'était un ami loyal qui avait accompagné l'ascension de l'empire logistique depuis ses débuts. Si Édouard avait besoin d'informations sur la famille Dubois, Charles savait que ce n'était pas par simple curiosité. À 9 heures, Charles était dans le bureau d'Édouard avec un dossier et une expression grave qui alerta immédiatement l'homme d'affaires. Il y avait de mauvaises nouvelles, il pouvait le sentir. « Édouard, vous allez vouloir vous asseoir pour entendre ça, » dit Charles, posant le dossier sur le bureau de direction en acajou. « C'est si grave que ça ?» demanda Édouard tout en s'installant dans son fauteuil. « Pas grave, tragique, » répondit Charles en ouvrant le dossier. « Et en même temps, extraordinaire. Rose Dubois et sa fille Marianne sont des personnes, spéciales. Et vous avez une connexion que vous n'imaginez même pas. » Édouard fronça les sourcils. « Une connexion ? Quel genre de connexion ? » « Procédons par ordre, » dit Charles en organisant les papiers. « D'abord à propos de Marianne. Édouard, cette jeune fille n'est pas seulement une bonne élève, c'est un prodige. Première à tous les concours blancs de l'Académie ces 2 dernières années,
médaille d'or aux Olympiades françaises de mathématiques, représentante de la France à une compétition internationale de sciences. Édouard sentit son estomac se nouer. Continue. Elle avait une bourse d'études complète garantie à l'école polytechnique, en ingénierie, avec une possibilité d'échange au MIT. Tous ses professeurs la considèrent comme l'élève la plus prometteuse qu'ils aient jamais vue, et il y a 3 semaines, elle a tout simplement disparu de l'école. Disparu? Elle a cessé d'aller en cours, n'a pas passé les examens finaux, n'a pas justifié ses absences. La direction est sur le point de signaler l'abandon scolaire à l'aide sociale à l'enfance. Si cela se produit la semaine prochaine, elle perd automatiquement sa place à l'université et sera dans l'impossibilité d'obtenir son baccalauréat cette année. Édouard ferma les yeux, sentant l'ampleur de ce que Marianne sacrifiait. Et son travail au restaurant? Elle travaille à la cantine populaire, dans le centre, 8 heures par nuit, 6 jours par semaine, pour moins de la moitié. Du SMIC, non déclaré sans droit du travail. Le propriétaire de l'établissement profite du désespoir de jeunes en situation de vulnérabilité. « Ce salaud va avoir des problèmes avec moi », murmura Édouard, mais il fit rapidement un geste à Charles pour qu'il continue. « Maintenant, à propos de Rose Dubois », poursuivit Charles, sa voix devenant plus sérieuse. « Édouard, elle n'a pas un simple rhume. Rose a été diagnostiquée il y a 2 mois avec une forme agressive de polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune grave qui attaque non seulement ses articulations, mais affecte aussi ses organes qu'internes. » Édouard sentit un frisson le parcourir. Et le traitement? Il existe un médicament biologique qui peut non seulement contrôler la maladie, mais aussi inverser une grande partie des dommages déjà causés. Le problème, c'est que sa mutuelle considère le traitement comme expérimental et ne couvre pas les coûts. Combien ça coûte? Charles hésita avant de répondre. 900 € par mois. Pour nous, une somme insignifiante. Pour elle, impossible. Édouard fit un calcul rapide. Rose gagnait un SMIC en travaillant chez lui. Même si elle parvenait à économiser, chaque centime qu'elle recevait, elle ne pourrait pas payer un seul mois de traitement. « Il y a plus », continua Charles. Rose cache la gravité de la maladie à sa fille. Elle quitte la maison tous les jours en faisant semblant d'aller travailler normalement, mais passe la plupart de son temps dans un parc voisin, attendant que la douleur passe. Quand elle arrive ici, elle pousse son corps au-delà de ses limites pour ne pas perdre son emploi. « Et Marianne a découvert », murmura Édouard, les pièces du puzzle s'assemblant. « Oui, et elle a pris une décision désespérée. Elle a quitté l'école pour travailler et assumer secrètement les tâches de sa mère chez vous, tout ça pour que Rose ne perde pas son salaire. » Le silence qui suivit fut lourd. Édouard regardait par la fenêtre du 20e étage de son immeuble de bureau, voyant la ville s'agiter en bas, tout en digérant la tragédie qui se déroulait juste sous son nez. « Tu as dit qu'il y avait une connexion entre nous », rappela Édouard. « Quelle connexion ?» Charles prit une feuille spécifique du dossier. « C'est la partie qui va te choquer. Rose Dubois est veuve. Son mari, Jean Dubois, est mort il y a 15 ans lors d'une opération de maintien de la paix des forces armées françaises en Haïti. Il était soldat dans l'armée de terre. » Édouard sentit quelque chose remuer dans sa mémoire, mais il n'arrivait pas encore à faire le lien. « Jean Dubois a servi sous les ordres du colonel Antoine Lefebvre, » continua Charles, observant attentivement la réaction d'Édouard. Colonel Antoine Lefebvre, qui est devenu par la suite le général Lefebvre. La mention de ce nom frappa Édouard comme un éclair. Le général Antoine Lefebvre, son grand-père. L'homme qui avait élevé Édouard et son frère aîné, Philippe, après la mort de leurs parents dans un accident quand Édouard n'avait que 12 ans. « Mon Dieu !» murmura Édouard. « Il y a plus !» dit Charles, sortant une enveloppe jaunie du dossier. « C'est une lettre que Rose a gardée toutes ces années. Une lettre que ton grand-père lui a écrite à la mort de Jean. » Les mains tremblant légèrement, Édouard ouvrit l'enveloppe et reconnut immédiatement l'écriture ferme et élégante du général Lefebvre. La lettre était datée d'il y a 15. « Tanat Madame Rose Dubois », lut Édouard à haute voix. « C'est avec une profonde tristesse que je vous écris pour vous communiquer la perte de votre mari, le soldat Jean Dubois, mort au service de la patrie. Jean était plus qu'un soldat sous mon commandement. C'était un homme au caractère exemplaire, un ami cher et un père dévoué. Dans ses derniers moments, il n'a parlé que de sa famille, de son épouse aimée et de la petite fille qui l'attendait à la maison. Il m'a demandé de m'assurer que vous sachiez qu'il est mort en paix, sachant qu'il avait servi avec honneur et dignité.
Jean n'a pas seulement donné sa vie pour son pays, mais a vécu chaque jour de sa vie militaire comme un exemple de courage et d'intégrité. En tant que commandant, j'ai rarement connu un homme aussi dévoué à sa famille et à son devoir. Je sais qu'aucun mot ne peut soulager la douleur de la perte, mais j'espère que vous pourrez trouver du réconfort en sachant que Jean a été un héros dans tous les sens du terme. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à chercher notre famille. Une vie aussi noble que celle de Jean laisse une dette qui ne pourra jamais être entièrement payée. Avec tout mon respect et mes condoléances, Général Antoine Lefebvre. Édouard termina de lire la lettre, les yeux embués de larmes. Les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit, en particulier la phrase « une dette qui ne pourra jamais être entièrement payée ». Le général Lefebvre avait toujours été un homme de parole, un militaire qui prenait les promesses au sérieux. Mais il était mort il y a 6 ans, sans savoir que Rose et Marianne traversaient des difficultés. « Rose n'a jamais contacté votre famille », dit Charles doucement. « Apparemment, elle est trop fière pour demander de l'aide. Elle a préféré se battre seule toutes ces années. » Édouard plia soigneusement la lettre, sentant le poids de la responsabilité qu'il venait de découvrir. Ce n'était pas seulement une question de compassion humaine, c'était une promesse faite par son grand-père, une dette d'honneur qui lui avait été transmise sans qu'il le sache. « Charles, il y a une autre chose que j'ai besoin de savoir, » dit Édouard en se levant de son fauteuil. « Mon frère Philippe. Qu'est-ce que mon grand-père a écrit à ma mère quand Philippe est mort ?» Charles ouvrit un autre dossier qu'Édouard n'avait pas remarqué qu'il avait apporté. « J'imaginais que tu poserais cette question, » dit-il, lui tendant une lettre jaunie similaire à celle de Rose. Édouard ouvrit la lettre qui avait été écrite à sa mère 20 ans plus tôt, quand Philippe était mort au combat au Mali. Les mots étaient étonnamment similaires, honneur, courage, intégrité. Son grand-père avait décrit Philippe comme un exemple de soldat et d'être humain, quelqu'un qui était mort en servant, quelque chose de plus grand que lui-même. « Tu remarques la similitude dans le ton ?» demanda Charles. Édouard hocha la tête, une profonde émotion l'envahissant. Mon grand-père voyait Jean et Philippe de la même manière, comme des hommes exceptionnels morts trop tôt, laissant des familles derrière eux. Et maintenant, tu as la chance d'honorer leur mémoire à tous les deux, dit Charles, de tenir la promesse que ton grand-père n'a pas eu le temps de tenir. Édouard se dirigea vers la fenêtre, observant le mouvement de la ville en bas. Toute sa vie d'adulte, il s'était concentré sur la construction de richesses et de pouvoir, croyant que le succès matériel serait sa façon d'honorer la mémoire de son frère et de son grand-père. Mais maintenant, il réalisait qu'il y avait une manière bien plus directe et significative de le faire. « Charles, je veux que tu annules tous mes rendez-vous d'aujourd'hui, » dit Édouard en se retournant avec détermination, « et je veux que tu organises quelques petites choses pour moi. Dis-moi. Premièrement, je veux le meilleur rhumatologue du pays, non d'Europe, disponible pour examiner Rose, Dubois aujourd'hui même. Deuxièmement, je veux que tu contactes la direction de l'école de Marianne et que tu fixes une réunion pour cet après-midi. Troisièmement, appelle la direction de Polytechnique et explique qu'il y aura une situation spéciale concernant une boursière exceptionnelle. » Charles prenait des notes rapidement. « Autre chose ? » ?»« Oui, je veux que tu trouves l'adresse de la cantine populaire où Marianne travaille. Je vais faire une visite surprise au propriétaire. »« Édouard, » dit Charles avec précaution, « tu es sûr de vouloir t'impliquer à ce point ? Ça va complètement changer la dynamique. »« Charles, » l'interrompit Édouard, « il y a 20 ans, j'ai perdu mon frère. Il y a 6 ans, j'ai perdu mon grand-père. Hier soir, j'ai découvert que 2 personnes exceptionnelles sont sur le point de voir leur vie détruite par quelque chose que je peux facilement résoudre. Si je n'agis pas maintenant, je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. » Charles hocha la tête, reconnaissant la détermination dans le regard de son patron. « Et Rose, comment vas-tu aborder la situation avec elle ? Elle ne sait pas que tu as découvert. Sa maladie. » Édouard réfléchit un instant. « D'abord, je vais m'occuper de la partie médicale. Ensuite, j'aurai une conversation honnête avec elle. Rose Dubois mérite de savoir la vérité sur qui était son mari et pourquoi notre famille a une dette envers elle. » À ce moment, le téléphone d'Édouard sonna. C'était Rose appelant pour dire qu'elle ne pourrait pas travailler ce jour-là, car elle se sentait très mal. « Rose, » dit Édouard, choisissant soigneusement ses mots, « ne vous inquiétez pas pour le travail aujourd'hui. En fait, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Pouvez-vous... »
Venir ici au bureau cet après-midi? Je vais envoyer Charles vous chercher. Monsieur de Martel, il s'est passé quelque chose. C'est à propos de Marianne. Elle a fait quelque chose de mal. La voix de Rose était chargée d'inquiétude. Non, Rose. Marianne n'a rien fait de mal. En fait, votre fille est extraordinaire. Mais j'ai besoin de vous parler à toutes les deux de choses importantes, des choses qui vont changer vos vies pour le mieux. Après avoir raccroché, Édouard resta quelques minutes en silence, organisant ses pensées. En moins de 24 heures, sa vie avait acquis un but qui lui manquait depuis longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Rose et Marianne, il s'agissait d'honorer la mémoire d'hommes de bien morts trop tôt, de tenir les promesses faites par son grand-père, d'utiliser son pouvoir et son influence pour quelque chose qui comptait vraiment. « Charles, dit-il finalement, j'ai besoin d'une dernière chose. Je veux que tu retrouves la photographie de mon grand-père avec mon frère Philippe, celle qui a été prise juste avant que Philippe ne parte pour sa dernière mission. La photo des deux, qu'en uniforme. C'est ça. Rose et Marianne devront comprendre que notre connexion va bien au-delà d'une simple relation de travail. » Alors que Charles sortait pour organiser tout ce qui avait été demandé, Édouard resta seul dans son bureau, tenant les deux lettres, celle que son grand-père avait écrite à Rose et celle qu'il avait écrite à sa mère. Des mots similaires, des promesses similaires, des dettes d'honneur qui transcendaient les générations. Pour la première fois depuis la mort de son grand-père, Édouard sentait qu'il était sur la bonne voie, non seulement en tant qu'entrepreneur ou homme d'affaires, mais en tant que petit-fils d'un général qui valorisait l'honneur par-dessus tout, en tant que frère d'un héros mort en servant les autres, en tant qu'être humain qui avait enfin trouvé un moyen de transformer son succès en quelque chose de vraiment significatif. L'après-midi promettait d'être intense. Il y aurait des larmes, des révélations, des décisions qui changeraient des vies. Mais Édouard était prêt. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait exactement ce qu'il devait faire. Dehors, le ciel nuageux commença à laisser place au soleil, comme si même le temps conspirait pour que cette histoire ait une fin différente de ce qui semblait inévitable 24 heures plus tôt. Édouard sourit, prit son téléphone et commença à passer les appels qui transformeraient deux vies pour toujours. La dette d'honneur était sur le point d'être payée, avec les intérêts de 2 décennies de gratitude accumulée. À 16 heures, Édouard conduisait sa BMW dans les rues animées du centre de Paris, en direction de la cantine populaire. Il n'avait pas prévenu de sa visite. Il voulait voir par lui-même l'environnement où Marianne travaillait et parler personnellement à l'homme qui profitait du désespoir d'une jeune de 17, 15. Le restaurant se trouvait dans une rue latérale animée, entre un magasin de pièces automobiles et une petite supérette. La façade était simple, avec une peinture écaillée et une enseigne qui avait depuis longtemps perdu son éclat d'origine. Édouard se gara de l'autre côté de la rue et observa le mouvement pendant quelques minutes. C'était le genre d'endroit qu'il ne fréquenterait jamais, mais qui servait des centaines de travailleurs ayant besoin d'un repas bon marché et rapide. Quand il entra dans l'établissement, Édouard se démarqua immédiatement. Son costume italien et sa posture assurée contrastaient radicalement avec l'ambiance modeste et les clients en bleu de travail et en uniforme. Une chanson populaire passait à la radio, tandis que l'odeur de friture et d'épices bon marché emplissait l'air. C'est alors qu'il la vit. Marianne était derrière le comptoir, lavant des assiettes dans un évier minuscule, les cheveux attachés n'importe comment, la sueur coulant sur son visage. Ses mains, qu'Édouard avait remarquées abîmées la veille, étaient encore pires, rouges, gonflées, avec de petites coupures visibles, même à distance. Elle travaillait avec des mouvements mécaniques, clairement épuisés, mais maintenait un rythme constant. « Je peux vous aider ?» demanda un homme, petit et robuste qui s'approcha. Il devait avoir une 50aine d'années, avec un ventre proéminent et un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous êtes le propriétaire ?» demanda Édouard. « C'est moi, Joseph Fournier, enchanté. Monsieur désire une table ?» Édouard regarda autour du restaurant bondé puis fixa son regard sur Joseph. « En fait, je veux parler d'une de vos employées, Marianne Dubois. » L'expression de Joseph changea immédiatement, devenant défensive. « Marianne ? Elle a fait quelque chose ? Écoutez, je lui ai déjà dit que je ne pouvais pas tolérer. »« Quel âge pensez-vous qu'elle a ?» l'interrompit Édouard, sa voix gardant un ton contrôlé mais ferme. « Ben, elle a dit qu'elle avait 18 ans. Pourquoi ? » « Elle a 17 ans.
C'est une mineure qui travaille sans être déclarée, en dehors des heures autorisées par la loi, et qui gagne moins que le SMIC. Le visage de Joseph pâlit légèrement. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Édouard de Martel, se présenta Édouard, observant la reconnaissance immédiate dans le regard de Joseph. Et maintenant que vous savez qui je suis, je vais être très clair. Marianne Dubois ne travaillera plus ici, à partir d'aujourd'hui. Monsieur de Martel, bégaya Joseph, clairement intimidé. S'il y a un problème, nous pouvons en discuter. Édouard sortit une feuille de papier de la poche intérieure de sa veste. Voici le numéro d'un avocat spécialisé en droit du travail. Il vous contactera demain au sujet des irrégularités que j'ai identifiées ici. Vous pouvez tout régler en payant les heures supplémentaires dues à Marianne, ou vous pouvez attendre un contrôle complet de votre établissement. Joseph regarda le papier, les mains tremblantes. « Monsieur de Martel, je peux vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a qu'un choix à faire. Faciliter les choses ou les compliquer. » À ce moment, Marianne regarda dans leur direction et ses yeux s'écarquillèrent en voyant Édouard. Elle lâcha l'assiette qu'elle lavait et s'approcha rapidement, s'essuyant les mains mouillées sur son tablier. « Monsieur de Martel, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, clairement confuse et inquiète. « Je suis venue te chercher, » dit simplement Édouard. « Tu ne travailleras plus ici. »« Mais j'ai besoin de l'argent, » murmura Marianne, regardant nerveusement entre Édouard et Joseph. « Ma mère... » « Ta mère est en consultation avec le meilleur rhumatologue du pays en ce moment même, » dit Édouard, voyant le choc s'emparer du visage de la jeune femme. « Et tu as d'autres responsabilités bien plus importantes que de faire la vaisselle. »« Comment savez-vous pour la maladie de ma mère ?» demanda Marianne, la voix tremblante. « C'est une longue histoire, » répondit gentiment Édouard. « Je vais tout vous expliquer à toutes les deux. Mais d'abord, enlève ce tablier et allons-y. » Joseph assista à la scène en silence, comprenant clairement qu'il avait perdu tout pouvoir de négociation. Quand Marianne hésita, Édouard s'adressa à elle avec plus de fermeté. « Marianne, fais-moi confiance. Comme je te l'ai dit hier soir, certaines choses sont sur le point de changer pour le mieux, mais tu dois avoir confiance. » Les larmes aux yeux, Marianne enleva son tablier et le tendit à Joseph sans un mot. Édouard posa doucement la main sur son dos et la guida hors du restaurant. « Monsieur de Martel, » dit Marianne dès qu'ils furent sortis, « je ne comprends pas ce qui se passe. Comment avez-vous découvert pour ma mère? Et comment peut-elle être avec un médecin si nous n'avons pas d'argent pour... » « Respire profondément, » dit Édouard, s'arrêtant à côté de la voiture. « Je sais que tu es confuse et effrayée, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance encore un peu. Ta mère est à l'hôpital américain de Paris en ce moment, recevant les meilleurs soins médicaux disponibles. Dans 1 heure, nous allons la rejoindre et je vous expliquerai tout. Mais l'argent... »« Marianne, regarde-moi, » dit Édouard en se tournant pour lui faire face. « Il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que l'argent, et il y a des dettes qui vont au-delà des valeurs monétaires. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de la charité, c'est la justice. » Pendant le trajet vers l'hôpital, Marianne resta silencieuse, regardant par la fenêtre de la voiture avec l'expression de quelqu'un qui essayait de digérer une réalité qui avait complètement changé en 24 heures. Édouard respecta son silence, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour tout absorber. À l'hôpital américain, ils trouvèrent Rose sortant du cabinet du docteur Ricardo Mendes, l'un des rhumatologues les plus renommés du pays. Elle semblait désorientée, tenant un dossier d'examen et de papier avec l'expression de quelqu'un qui n'avait pas encore réussi à totalement assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Maman !» Marianne courut pour l'embrasser. « Comment vas-tu? Qu'ont dit les médecins ?» Rose regarda sa fille puis Édouard, clairement confuse quant à son implication dans la situation. « Marianne, qu'est-ce que tu fais ici? Et monsieur de Martel, je ne comprends pas. »« Rose, j'ai besoin de vous parler. À toutes les deux, » dit Édouard. « Il y a beaucoup de choses à éclaircir. Pouvons-nous aller dans un endroit plus privé ?» Ils se dirigèrent vers une salle d'attente privée qu'Édouard avait réservée. Rose s'assit lentement, la douleur dans ses articulations évidente à chaque mouvement, tandis que Marianne restait debout, nerveuse, à côté de la chaise de sa mère. « Rose, » commença Édouard, « je veux d'abord que vous sachiez que votre fille est une personne extraordinaire. Hier soir, j'ai trouvé Marianne dans ma cuisine, travaillant pour vous protéger. Et aujourd'hui, j'ai découvert toute la vérité sur ce que vous traversez. Monsieur de Martel, je peux vous expliquer
tenta de se justifier Rose, mais il leva doucement la main. Il n'y a rien à expliquer, Rose. Rien à s'excuser. Ce qu'il y a, c'est une histoire qui doit être racontée et une connexion entre nos familles que vous ne connaissez pas. Édouard sortit de la poche intérieure de sa veste la lettre jaunie que son grand-père avait écrite 15 ans plus tôt. Rose, vous vous souvenez de cette lettre? Les yeux de Rose s'écarquillèrent quand elle reconnut l'enveloppe. Comment l'avez-vous? Parce que celui qui a écrit cette lettre était mon grand-père, le général Antoine Lefebvre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rose se couvrit la bouche de ses mains, des larmes commençant à couler sur son visage, tandis que Marianne regardait confuse entre sa mère et Édouard. « Maman, de quoi parle-t-il » demanda Marianne. Rose tremblait maintenant, les émotions la submergeant complètement. « Jean, mon mari, il est mort en servant sous les ordres du général Lefebvre. Antoine Lefebvre était le grand-père de Monsieur de Martel ?»« C'est exact, » confirma Édouard. « Et mon frère Philippe est mort à la même époque, servant également sous ses ordres. Mon grand-père a écrit des lettres similaires à nos deux familles. Des lettres où il promettait que, si un jour nous avions besoin de quelque chose, notre famille serait là. » Édouard déplia la lettre et commença à lire à voix haute la partie qui était restée gravée dans sa mémoire. Une vie aussi noble que celle de Jean laisse une dette qui ne pourra jamais être entièrement payée. Mon grand-père est mort il y a 15 sans savoir que vous traversiez des difficultés. Mais hier soir, quand j'ai trouvé Marianne faisant la vaisselle dans ma cuisine à 3 heures du matin, j'ai compris que le destin me donnait la chance d'honorer la promesse qu'il avait faite. Marianne commença enfin à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. « Vous faites ça à cause de mon père ? » ?»« Je fais ça pour de nombreuses raisons, » répondit Édouard. « À cause de votre père, à cause de la promesse de mon grand-père, à cause de la mémoire de mon frère, mais surtout parce que vous méritez toutes les deux d'avoir la chance de vivre les vies que vous étiez destinées à vivre. » Rose pleurait ouvertement maintenant. « Monsieur de Martel, nous ne pouvons pas accepter la charité. Jean nous a toujours appris à garder notre dignité. »« Ce n'est pas de la charité, Rose, » dit fermement Édouard. « C'est une dette d'honneur. C'est l'accomplissement d'une promesse faite par un général à une famille qui a perdu un héros. Et c'est la chance de faire en sorte que le sacrifice de Jean ait un sens qui transcende sa propre vie. » Édouard se leva et se dirigea vers la fenêtre de la salle, regardant l'agitation de l'hôpital en bas. « Rose, que vous a dit le docteur Mendes à propos de votre traitement ? » « Il a dit qu'il y a une chance réelle d'inverser les symptômes si je commence le traitement immédiatement, » répondit Rose entre deux sanglots. « Mais le médicament coûte 900 € par mois. »« Je sais, » l'interrompit Édouard, « et à partir de demain, ce traitement commencera. L'hôpital a déjà l'autorisation de lancer le protocole. Monsieur de Martel, c'est beaucoup d'argent. » Édouard se retourna pour leur faire face. « Rose, savez-vous combien je gagne par jour avec mon entreprise de logistique ?» Rose secoua la tête négativement. « Plus de 300 000 €. Le coût de votre traitement pour une année entière représente moins que ce que je gagne en 2 heures de travail. Pour moi, c'est une somme insignifiante. Pour vous, c'est la différence entre la vie et la mort. » Marianne se leva brusquement. « Et l'école ? J'ai raté les examens finaux, j'ai annulé ma bourse pour l'université. Demain matin, vous rencontrerez la directrice de votre lycée pour expliquer la situation. Elle a déjà été informée des circonstances exceptionnelles et prépare un programme de rattrapage pour que vous puissiez obtenir votre baccalauréat avec votre classe. Et l'université ? La direction de Polytechnique a été contactée. Votre bourse est garantie et vous commencerez les cours au prochain semestre comme prévu. » Marianne se rassit, ses jambes semblant ne plus pouvoir la soutenir. « Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être en train d'arriver. »« Ça arrive, » dit Édouard avec un sourire. « Et il y a plus. Rose, vous ne travaillerez plus comme employée de maison chez moi. » Le visage de Rose se remplit de panique. « Monsieur de Martel, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. »« Vous travaillerez, oui, mais à quelque chose de bien plus important. Je réactive un fonds d'aide aux familles d'anciens combattants que ma famille entretenait. Vous serez la directrice de ce programme. Votre travail consistera à identifier et à aider d'autres familles qui, comme la vôtre, sont en difficulté. » Rose le regarda avec incrédulité. « Mais je n'ai pas les qualifications pour... » « Vous avez la seule qualification qui compte, l'expérience personnelle.
Vous savez ce que c'est que de se battre seul, de tout sacrifier pour sa famille, d'être trop fier pour demander de l'aide. Ce sont les qualifications les plus importantes pour ce travail. » Édouard retourna à sa chaise et regarda les deux femmes qui transformaient sa vie autant qu'il transformait la leur. « Il y a une dernière chose, » dit-il, sortant une vieille photographie de sa poche. « Cette photo a été prise quelques jours avant la dernière mission de mon frère Philippe. » La photographie montrait 2 jeunes soldats en uniforme souriant, se tenant par les épaules. L'un d'eux était clairement un jeune homme, l'autre était Philippe. « Je veux que vous ayez cette photo, » dit Édouard en la tendant à Rose, « pour que vous compreniez que la connexion entre nos familles va bien au-delà d'un emploi ou d'une aide financière. Nous sommes des familles unies par le sacrifice, l'honneur et la mémoire d'hommes de bien morts trop tôt. » Rose tenait la photographie, les mains tremblantes, regardant alternativement l'image et Édouard. « Votre frère était si jeune, il avait 24 ans. Quand il est mort, le même âge que Jean quand vous vous êtes mariés. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son des sanglots de Rose et les respirations émues de Marianne. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'une vieille douleur qui trouvait enfin sa guérison. « Monsieur de Martel, » dit enfin Marianne, la voix encore instable, « comment pouvons-nous vous remercier? Comment pouvons-nous vous rendre l'appareil ?» Édouard sourit, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Vous pouvez me rendre l'appareil en vivant les vies que vous méritez de vivre. Rose, vous pouvez me remercier en prenant soin de vous, en vous soignant et en aidant d'autres familles. Marianne, tu peux me remercier en étudiant, en obtenant ton diplôme et en devenant la brillante ingénieure que tu es née pour être. » Il se leva, indiquant que la conversation touchait à sa fin. « Et quand vous atteindrez vos rêves, quand Marianne sera diplômée et que Rose sera en bonne santé, je veux que vous vous souveniez que le sacrifice de Jean et de Philippe n'a pas été vain, que leurs morts ont donné vie à quelque chose de plus grand. » Alors qu'ils quittaient l'hôpital cet après-midi-là, le soleil avait enfin vaincu les nuages du matin, illuminant Paris d'une lumière dorée qui semblait symboliser le nouveau chapitre qui commençait pour toute leur vie. Édouard savait que les semaines à venir apporteraient des ajustements, des adaptations, des moments difficiles d'adaptation à la nouvelle réalité. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait exactement ce qu'il devait faire. Non seulement en tant qu'homme d'affaires prospère, mais en tant que petit-fils, en tant que frère, en tant qu'être humain qui avait enfin trouvé un moyen de transformer son succès en quelque chose de vraiment significatif. La dette d'honneur était en train d'être payée, mais Édouard découvrit qu'en payant cette dette, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un but qui donnerait un sens à tout le succès qu'il avait bâti. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait tout changé, et l'auditorium du lycée Antoine de Saint-Exupéry était comble pour la cérémonie de remise des diplômes. Parmi les familles fières dans le public, Édouard de Martel occupait une place au 2e rang à côté de Rose Dubois, qui s'était complètement transformée. Le traitement pour sa polyarthrite rhumatoïde avait fonctionné au-delà des attentes médicales les plus optimistes, et elle irradiait une vitalité qui semblait impossible quelques mois plus tôt. Rose portait une élégante robe bleu marine, qu'Édouard avait insisté pour qu'elle choisisse pour l'occasion. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et son visage brillait d'un bonheur qui la faisait paraître 10 ans plus jeune. À côté d'elle, Édouard observait avec un sourire discret comment elle vibrait discrètement chaque fois que le nom de Marianne était mentionné pendant la cérémonie. « Elle a réussi », murmura Rose à Édouard lorsque la proviseure annonça que Marianne avait été choisie comme major de promotion pour prononcer le discours. « Mon Dieu, elle a vraiment réussi !» Édouard hocha la tête, sentant une profonde émotion l'envahir. Les derniers mois avaient été intenses pour eux tous. Marianne s'était consacrée à ses études avec une détermination qui avait impressionné même les professeurs les plus expérimentés. Elle se levait à 5 heures du matin tous les jours pour étudier avant les cours, participait à des cours supplémentaires le samedi et avait non seulement rattrapé les matières perdues, mais avait surpassé ses propres performances antérieures. La transformation n'avait pas été seulement académique. La jeune femme qu'Édouard avait trouvée cette nuit-là, épuisée et désespérée, était devenue une femme confiante, éloquente, avec des yeux brillants et un sourire qui contaminait tout le monde autour d'elle. Le poids de porter seule les problèmes de sa famille
avait été remplacée par la légèreté de celle qui pouvait enfin rêver à nouveau. Rose s'était également épanouie dans son nouveau rôle de directrice du fonds d'assistance Lefebvre-Dubois, un nom qu'Édouard avait choisi pour honorer à la fois son grand-père et le mari décédé de Rose. En 6 mois, elle avait identifié et aidé 43 familles d'anciens combattants en situation de vulnérabilité. Son travail était devenu non seulement une source de revenus dignes, mais une véritable vocation. Édouard, lui avait dit Rose quelques semaines plus tôt, je n'aurais jamais imaginé que rencontrer d'autres familles traversant ce que nous avons traversé pourrait être si libérateur. C'est comme si chaque histoire que j'aide à résoudre guérit un peu ma propre douleur. Maintenant, assis dans cet auditorium bondé, Édouard réfléchissait à la façon dont sa propre vie s'était transformée. L'homme d'affaires solitaire et insomniaque de 6 mois auparavant avait trouvé non seulement un but, mais une famille de cœur qui comblait des vides qu'il ne savait même pas exister. Ses insomnies avaient pratiquement disparu, remplacées par un sommeil paisible de celui qui savait qu'il faisait une différence dans le monde. La cérémonie se poursuivait avec la remise des diplômes, chaque nom étant appelé sous des applaudissements enthousiastes. Édouard observait les jeunes monter sur scène, chacun porteur de rêves et d'attentes pour l'avenir, et pensait à la façon dont de petites actions peuvent complètement changer le cours d'une vie. Finalement, le moment du discours de fin d'études arriva. Marianne monta sur scène avec élégance, vêtue d'une simple mais jolie robe blanche, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Elle avait quelques notes avec elle, mais Édouard soupçonnait qu'elle n'en aurait pas besoin. Au cours des derniers mois, il avait observé comment Marianne développait une capacité impressionnante à s'exprimer avec naturel et émotion. « Chers camarades, professeurs, familles et amis », commença Marianne, sa voix claire et ferme résonnant dans l'auditorium. Lorsque la direction m'a demandé de représenter notre promotion pour ce discours, ma première réaction a été la panique. Que pouvais-je dire, moi qui ai failli ne pas être diplômé, à des personnes qui ont suivi des chemins bien plus linéaires que le mien? Un murmure de curiosité parcourut l'assemblée. Édouard sentit Rose se tendre légèrement à côté de lui. Mais j'ai ensuite réfléchi et j'ai réalisé que c'est peut-être précisément parce que j'ai failli tout perdre que j'ai quelque chose d'important à partager avec vous aujourd'hui, continua Marianne, mettant ses notes de côté. Il y a 6 mois, j'étais sur cette même scène pour répéter notre cérémonie. Mais à cette époque, je savais déjà que je ne serais pas ici aujourd'hui. J'avais abandonné l'école, abandonné mes rêves, accepté que mon avenir serait très différent de ce que j'avais prévu. Le silence dans l'auditorium était maintenant absolu. Édouard vit des larmes se former dans les yeux de Rose. J'ai fait ce choix parce que je croyais être la seule personne capable de sauver ma famille d'une situation désespérée. Je travaillais 16 heures par jour, je mentais à ma mère sur mes allées et venues, je sacrifiais mon éducation parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre issue. Marianne fit une pause, regardant directement Édouard et Rose dans le public. Mais il y a 6 mois, une personne qui me connaissait à peine a décidé que mon histoire méritait une fin différente. Quelqu'un qui aurait pu simplement ignorer une situation qui n'était pas son problème, mais qui a choisi d'agir parce qu'il a compris quelque chose que j'apprenais encore, que personne n'a apporté ses fardeaux seul. Édouard sentit un nœud se former dans sa gorge. À côté de lui, Rose pleurait silencieusement, un sourire radieux sur le visage. J'ai appris qu'il y a des gens dans le monde qui agissent non par obligation ou par intérêt, mais parce qu'ils comprennent que nous sommes tous connectés de manière que nous ne voyons pas toujours. J'ai découvert que ma famille avait une connexion avec cette personne qui remontait à des générations, liées par des histoires de courage, de sacrifice et d'honneur. Marianne regarda une photographie encadrée qu'elle avait posée sur le pupitre, la même photo du général Lefebvre et de Philippe qu'Édouard avait donnée à Rose. « Mon père est mort quand j'avais 2 ans, en servant notre pays. Pendant 15 ans, ma mère et moi avons cru qu'il était parti pour toujours, ne laissant qu'un souvenir et une lutte quotidienne pour la survie. Mais nous avons découvert que les héros ne meurent jamais vraiment. Ils sèment des graines de bonté qui continuent de grandir, portant leurs fruits des décennies plus tard, dans des lieux et chez des personnes que nous n'imaginons même pas. » L'émotion dans la voix de Marianne était maintenant évidente, mais elle resta ferme. « Je suis ici aujourd'hui non seulement parce que j'ai étudié ou que je me suis investi, bien que je l'ai fait.
Je suis ici parce que j'ai appris qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Parce que j'ai compris que la gratitude ne s'exprime pas en mots, mais en action. Et parce que j'ai compris que chacun de nous a le pouvoir d'être le tournant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Marianne se tourna pour faire face directement à ses camarades de promotion. C'est pourquoi ma demande pour vous aujourd'hui est simple. Ne cherchez pas seulement le succès. Cherchez aussi à être le miracle dans la vie de quelqu'un. N'accumulez pas seulement des réussites pour vous-même. Utilisez vos réussites pour élever ceux qui luttent. Parce qu'en fin de compte, la vie ne nous demandera pas combien nous avons réussi, mais combien nous avons aidé les autres à réussir. L'auditorium était dans un silence complet, chaque personne absorbée par les paroles de Marianne. Ma mère est dans le public aujourd'hui. Il y a 6 mois, elle était malade, désespérée, cachant sa douleur pour ne pas inquiéter sa fille. Aujourd'hui, elle dirige un programme qui a déjà aidé des dizaines de familles à retrouver l'espoir. Cette transformation a eu lieu parce que quelqu'un a décidé que notre douleur comptait, que nos rêves étaient valides, que nous méritions une seconde chance. Rose pleurait ouvertement maintenant, mais c'était des larmes de joie et de fierté. Édouard de Martel est aussi ici avec nous aujourd'hui, dit Marianne, et Édouard sentit tous les regards se tourner vers lui. Un homme qui aurait pu vivre confortablement dans son succès, mais qui a choisi de transformer la prospérité en but, qui a honoré la mémoire de son frère et de mon père, non seulement avec des mots, mais avec des actions qui ont sauvé des vies. Édouard sentit ses joues chauffer, peu habitué à être le centre de l'attention dans un contexte aussi personnel et émotionnel. Mais je veux être clair. Notre histoire n'est pas celle d'un sauveur apparu comme par magie, continua Marianne, reportant son regard sur la promotion. Elle parle de reconnaître que nous avons tous la capacité d'être ce sauveur dans la vie de quelqu'un. Édouard de Martel a simplement choisi d'utiliser son pouvoir pour le bien. Rose Dubois a choisi de transformer sa douleur en guérison pour d'autres familles. Et j'ai choisi de transformer ma seconde chance en un engagement à créer des secondes chances pour les autres. Marianne prit une profonde inspiration avant de conclure. Camarades, professeurs, famille, en partant d'ici aujourd'hui, emportez avec vous non seulement vos diplômes, mais la certitude que chacun de vous a le pouvoir de réécrire des histoires, de transformer le désespoir en espoir, la solitude en connexion, l'échec en nouveau départ. Soyez gentils, soyez courageux, soyez le pont dont quelqu'un a besoin pour traverser sa tempête. La dernière phrase de Marianne fut presque murmurée, mais elle atteignit chaque coin de l'auditorium. Parce qu'au final, ce qui nous rend vraiment humains, ce n'est pas ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, mais ce que nous construisons pour les autres. Merci. L'auditorium explosa en applaudissements. Les gens se levèrent, des larmes coulaient sur de nombreux visages, et Édouard sentit qu'il avait rarement assisté à un moment aussi authentique et transformateur. Rose était debout à côté de lui, applaudissant et pleurant simultanément. « Elle a trouvé sa voix », dit Rose à Édouard au milieu des applaudissements. « Ma fille a trouvé sa véritable voix. » Après la cérémonie, une réception eut lieu dans la cour de l'école. Édouard observait Marianne être saluée par les professeurs, les camarades et les familles, voyant comment elle se comportait avec une maturité et une grâce qui l'impressionnaient constamment. « Édouard », l'appela une voix familière, c'était le docteur Ricardo Mendes, le rhumatologue qui avait traité Rose. « Docteur Mendes, je ne savais pas que vous seriez là. »« Marianne m'a invité personnellement, » dit le médecin avec un sourire. « Vous savez, en 30 ans de médecine, j'ai rarement vu une transformation aussi complète que celle de Rose Dubois. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Ce que vous avez fait pour elle est extraordinaire. »« Ce que nous avons fait, » corrigea Édouard, « c'est simplement lui donner la chance de montrer qui elle a toujours été. » « Exactement, » acquiesça le docteur. « Et maintenant, elle le fait pour d'autres personnes. Le cycle continue. » Plus tard, alors que la réception touchait à sa fin, Édouard se retrouva seul avec Marianne et Rose sur le parking de l'école. « Marianne, ton discours était parfait, » dit Édouard. « Tu as réussi à exprimer des choses que je n'aurais pas pu mettre en mots moi-même. »« J'ai appris du meilleur, » répondit-elle avec un sourire. « Un homme qui m'a appris que les actions parlent plus fort que les mots. » Rose s'approcha d'Édouard et, à sa surprise, le serra fermement dans ses bras. « Édouard, nous ne pourrons jamais vous rendre ce que vous avez fait pour nous, dit-elle.
mais je peux vous promettre que nous passerons le reste de nos vies à honorer cette seconde chance. »« Vous l'honorez déjà, » répondit Édouard, lui rendant son étreinte. « Chaque famille que Rose aide, chaque rêve que Marianne réalise, vous honorez non seulement cette chance, mais la mémoire de tous les hommes de bien qui nous ont menés jusqu'ici. » 2 semaines après la remise des diplômes, Édouard était dans son bureau quand Charles apporta un courrier spécial. C'était une épaisse enveloppe adressée à Marianne avec le sceau de l'école polytechnique. « La lettre de confirmation de la bourse », dit Charles avec un sourire. Édouard sourit également. « Organise une rencontre avec Marianne pour demain. Je veux lui remettre ça personnellement. »« Et il y a autre chose, » dit Charles, sortant une autre enveloppe de sa poche. « Une proposition intéressante est arrivée du MIT. Ils veulent offrir un échange à Marianne pour sa 2e année. Apparemment, quelqu'un a envoyé la vidéo de son discours de fin d'études à un professeur là-bas. » Édouard haussa les sourcils, surpris. « Quelqu'un ? Rose Dubois, » dit Charles avec un sourire malicieux. « Elle a dit qu'elle ne faisait que semer des graines, comme Marianne l'a mentionné dans son discours. » Le lendemain, quand Édouard remit la lettre de confirmation de Polytechnique à Marianne, elle la tint avec des mains légèrement tremblantes. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel, » dit-elle. « Il y a 6 mois, cela semblait un rêve impossible. »« Marianne, » dit Édouard, « je veux que tu saches que ton voyage ne fait que commencer, et que, peu importe où il te mènera, tu auras toujours une famille qui croit en toi. »« Édouard, » répondit-elle, « merci de m'avoir appris que les miracles ne tombent pas du ciel. Ils sont construits par des gens qui choisissent d'agir avec bonté. » Alors que Marianne quittait son bureau, portant l'enveloppe de Polytechnique et rêvant à son avenir, Édouard s'approcha de la fenêtre et regarda Paris s'agiter en bas. La ville était la même, mais sa perspective avait complètement changé. Son téléphone sonna. C'était Rose, appelant « Du bureau du fonds Lefebvre-Dubois. Édouard, nous venons de recevoir le dossier d'une autre famille qui a besoin d'aide, un vétéran de la Marine nationale avec 3 jeunes enfants. La situation est complexe, mais je crois que nous pouvons faire la différence. Bien sûr, Rose, vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. »« Édouard » dit-elle avant de raccrocher. « Oui. Merci de nous avoir appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est un choix. » Après avoir raccroché, Édouard resta quelques minutes en silence, réfléchissant à la transformation de sa vie. L'homme d'affaires solitaire de 6 mois auparavant avait trouvé non seulement un but, mais une famille qu'il avait choisi de construire sur des valeurs qui transcendaient les générations. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Édouard ne se contenta pas de dormir profondément. Il rêva. Il rêva de Marianne diplômée en ingénierie, de Rose développant le programme d'assistance, de lui-même dont on se souviendrait non seulement comme d'un homme d'affaires prospère, mais comme de quelqu'un qui avait utilisé son succès pour multiplier les opportunités. Il rêva surtout de son frère, Philippe, et de son grand-père, le général Lefebvre, enfin en paix, sachant que leur mort avait semé des graines qui continuèrent de germer pendant des générations. Et quand il se réveilla le lendemain matin, Édouard de Martel sourit, sachant qu'il avait trouvé la réponse à l'inquiétude qui l'avait tourmenté si longtemps. Le sens de la vie n'était pas seulement de conquérir, mais d'élever, non seulement d'accumuler, mais de multiplier, non seulement de réussir, mais d'être la raison pour laquelle d'autres peuvent aussi réussir. La dette d'honneur avait été payée, mais ce qu'Édouard découvrit, c'est qu'en la payant, il avait créé une nouvelle dette, une dette envers l'avenir, envers toutes les histoires qu'il pourrait encore transformer, envers toutes les vies qu'il pourrait encore toucher. Et c'était une dette qu'il porterait avec joie pour le reste de sa vie. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Édouard, de Rose et de Marianne a profondément touché vos cœurs. Cette histoire nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir d'être le changement décisif dans la vie de quelqu'un, que de petits gestes de bonté peuvent réécrire des destins entiers, et que les connexions humaines les plus importantes sont celles que nous choisissons de construire sur l'amour et la compassion. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, si vous vous êtes identifié à la lutte de Marianne, à l'amour inconditionnel de Rose ou à la transformation d'Édouard, laissez un like sur cet épisode et abonnez-vous à notre chaîne. Dans les commentaires, dites-nous quel a été le moment qui vous a le plus ému. Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'histoires de transformation similaires? Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui révèlent la force du cœur humain,
qui montrent comment l'amour, la détermination et la bonté peuvent surmonter toute adversité. Ce sont des récits qui nous rappellent que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir, toujours une chance de recommencer, toujours quelqu'un qui peut tendre la main et tout changer. Suivez nos prochains épisodes pour plus d'histoires qui vous feront rire, pleurer et surtout croire en la beauté infinie de l'âme humaine. À la prochaine, et souvenez-vous, vous aussi, vous pouvez être le miracle dans la vie de quelqu'un.